Bonjour à tous, bienvenue à l'exposition de Thérèse d'Avila à Thérèse de Lisieux, présentée par le Carmel de Lisieux et par l'association Les Amis de Thérèse et de son Carmel. Dans cette exposition, vous découvrirez Sainte Thérèse d'Avila, carmélite espagnole du XVIe siècle, à l'origine de la réforme du Carmel. Puis vous pourrez découvrir l'histoire de l'arrivée en France du Carmel et ensuite celle de la fondation du Carmel de Lisieux en 1838. Et nous verrons également le lien entre Sainte Thérèse d'Avila et Sainte Thérèse de Lisieux. Voici un masque de cire moulé sur le visage de Sainte Thérèse d'Avila 9 mois après sa mort, lors de sa première exhumation en 1583. Ce masque a été offert aux carmélites de Besançon en 1624 par Caroline d'Autriche, comtesse de Cantecroix. Il a, lors de la Révolution, été confié à une dame pieuse, puis à un prêtre, et enfin aux Sœurs de la Charité, et est ensuite revenu en 1901 aux carmélites de Besançon en l'échange de prières. Ce portrait de Sainte Thérèse d'Avila a été réalisé par une carmélite de Besançon d'après ce masque de cire. Juste à côté, nous avons ici un portrait qui représente Sainte Thérèse d'Avila docteur, réalisé par Mère Agnès de Jésus, Pauline Martin. Alors ce portrait n'est pas daté, mais Pauline Martin était en avance sur son temps puisqu'elle est décédée en 1951 et Sainte Thérèse d'Avila n'a été proclamée docteur qu'en 1970. Elle a été la première femme à être proclamée docteur de l'Église. Vous pouvez voir ici des photos du Carmel de l'Incarnation à Avila, où Sainte Thérèse d'Avila est entrée à l'âge de 20 ans en 1535. Elle y restera pendant 27 ans et c'est au cours de cette période qu'elle se rend compte qu'il y a un certain relâchement dans l'application de la règle. C'est pourquoi elle décide de réformer l'ordre. Cette réforme commence avec la fondation du Carmel Saint-Joseph à Avila le 24 août 1562. Vous pouvez ici voir quelques photos actuelles de ce Carmel. Alors ici, vous pouvez voir la carte des fondations de Sainte Thérèse d'Avila en Espagne. Entre 1562 et 1582, ce seront au total 17 carmels qui seront fondés, 15 par Sainte Thérèse d'Avila elle-même et 2 par 2 de ses filles. En 1604, le Carmel arrive en France par l'intermédiaire d'une femme qui s'appelle Madame Acari. Cette pieuse femme tient un salon à Paris réunissant un certain nombre de personnes, de personnalités de l'Église. Et avec son cousin Pierre de Bérulle, il décide de faire venir des carmélites espagnols en France afin d'implanter ce Carmel réformé en France. Le premier Carmel qui sera fondé sera celui de Paris en 1604, suivra celui de Pontoise et en troisième celui de Dijon, dont le premier supérieur sera le père Galmand que vous pouvez voir sur ce portrait. Voici le portrait de Madame Louise de France, personnage important de l'histoire du Carmel, mais également de l'histoire de France, puisqu'il s'agit de celle qu'on appelait Madame dernière enfant de Louis XV, qui est entrée au Carmel pour prier pour le salut de l'âme de son père, puisqu'elle ne supportait plus les frivolités à la cour de Louis XV. Elle est entrée au Carmel de Saint-Denis, Carmel le plus pauvre de France à l'époque, et puisque les jeunes filles apportaient une dot pour entrer au Carmel, grâce à cette dot conséquente qu'elle apportait en étant la fille du roi de France, elle a pu sauver le Carmel de Saint-Denis. Et petit à petit, elle est devenue au sein de ce Carmel maîtresse des novices, puis prieure à plusieurs reprises. Le Carmel de Lisieux a été fondé en 1838. Vous pouvez voir ici le portrait de monsieur l'abbé Pierre-Nicolas Sauvage, premier vicaire de Saint-Jacques de Lisieux, qui est son fondateur. Juste à côté, vous pouvez voir le portrait de Mère Thérèse de Saint-Joseph, née Athalie Gosselin. Elle et sa sœur Désirée, jeune fille originaire du Havre, sont entrées au Carmel de Pont-Audemer et on leur a dit là-bas que leur santé ne leur permettait pas de vivre au Carmel. On leur a plutôt conseillé de fonder elles-mêmes un Carmel. En 1835, elle rencontre l'abbé Nicolas Sauvage et à partir de ce moment-là, l'abbé Sauvage va chercher des carmélites pour fonder un Carmel ici à Lisieux. Il va contacter un certain nombre de carmels, aura de nombreuses déconvenues, il aura des refus et en 1837, il décide d'aller faire un pèlerinage à Notre-Dame-de-Grâce à Honfleur. Notre-Dame de grâce, priez, priez pour
Notre-Dame de grâce, priez pour nous. Et suite à ce pèlerinage, il écrira à Monseigneur de Beauregard, évêque d'Orléans, qui va lui conseiller de contacter le Carmel de Poitiers, qui sera celui qui fournira des carmélites, qui fournira les saints fondateurs du Carmel de Lisieux. Alors la condition était que les demoiselles Gosselin aillent faire leur noviciat au Carmel de Poitiers afin qu'elles voient comment fonctionne un Carmel déjà établi. Leur maîtresse des novices sera Sœur Geneviève de Sainte-Thérèse, dont vous pouvez voir le portrait ici. Donc elle formera les deux demoiselles Gosselin entre avril 1837 et mars 1838. Dans le même temps, l'abbé Sauvage va chercher une maison à Lisieux où elles pourront loger quand elles arriveront. Et donc il trouvera la maison de la veuve Le Boucher qui prêtera quelques pièces de sa maison. Alors le départ de Poitiers pour Lisieux est fixé au 12 mars 1838. Les carmélites vont partir en diligence, elles vont s'arrêter à Orléans où elles vont rencontrer Monseigneur de Beauregard. Puis elles passeront par Blois où elles vont être logées dans un hôtel. Alors elles vont passer dans une salle remplie d'hommes. Alors pour les carmélites cloîtrées, la situation n'est pas des plus agréables. Et puis ensuite, elles vont reprendre la diligence en direction de Lisieux et de la maison de la veuve Le Boucher, dont vous pouvez voir ici des vues anciennes. Alors vous pouvez voir la vue avec le jardin et puis la façade sur leur biquet. Donc elles arrivent en Normandie, il se met à pleuvoir, elles arrivent à 4 heures du matin à Lisieux, il fait nuit, il pleut, il fait froid. On avait dit à la veuve Le Boucher de recevoir les carmélites en silence puisque à cette heure-là c'était le grand silence de la nuit. Mais les carmélites qui avaient passé 3 jours sans dormir, qui étaient fatigués, auraient certainement préféré un accueil un peu plus chaleureux, à tel point qu'il est écrit dans le récit de fondation que l'arrivée à Lisieux a été plus triste que le départ de Poitiers. Les carmélites vont rester dans cette maison de la veuve Le Boucher jusqu'au 5 septembre 1838 parce que petit à petit, il y a des jeunes filles qui vont venir pour entrer dans la communauté et la maison va devenir très vite très petite. Donc l'abbé Sauvage va acheter une maison à l'emplacement du Carmel actuel au nom des sœurs Gosselin et de Mère Geneviève. Et c'est à partir de cette maison que va être fondé le Carmel qu'on connaît actuellement. Vous pouvez voir ici des photos du Carmel de Lisieux tel que Sainte Thérèse l'a connu. Alors la construction s'est faite en plusieurs phases. C'est la chapelle qui a été construite en premier sous le priorat de Mère Geneviève entre 1844 et 1853. En 1853, l'abbé Sauvage décède. Il sera enterré dans le sanctuaire de la chapelle et il sera rejoint plus tard par Mère Geneviève lorsqu'elle décédera en 1891. Alors la construction va se faire de manière progressive. Après la chapelle, on va construire une première aile qui est l'aile du réfectoire qu'on peut voir ici et également la sacristie et la porte conventuelle. Ensuite, on va construire un cloître au niveau de la chapelle afin que les religieuses puissent aller à la chapelle sans être mouillées, ainsi que la buanderie et puis quelques bâtiments dans le jardin. Et enfin, on va fermer le quadrilatère du Carmel tel qu'on le connaît aujourd'hui par l'aile où se trouve l'infirmerie où est décédée Sainte Thérèse et à l'étage sa dernière cellule. Et on le ferme ici avec une aile un peu plus basse. Alors elle a été construite plus basse volontairement de manière à laisser entrer la lumière et l'air. Vous pouvez voir ici une statue de Sainte Thérèse d'Avila qui était au Carmel de Lisieux du temps de Sainte Thérèse. Alors sur cette statue, vous pouvez voir les attributs de Sainte Thérèse d'Avila que sont le livre et la plume puisqu'elle a laissé de nombreux ouvrages. Juste ici, vous pouvez voir la généalogie du Carmel de Lisieux. Alors, c'est un livre qui a été fait par les carmélites de Cherbourg en 1962 pour les 400 ans de la réforme de Sainte Thérèse d'Avila et qui retrace l'histoire de tous les Carmels. Alors, on peut voir ici comment le Carmel de Lisieux est issu du Carmel de Poitiers, lui-même issu de Paris, lui-même issu d'Avila. Juste à côté, vous avez ici des images qui ont été offertes à Sainte Thérèse de Lisieux et figurant Sainte Thérèse d'Avila. Ce sont des images qu'elle conservait dans des livres ou dans des bréviaires.
Juste en dessous, vous pouvez voir diverses représentations des deux saintes. Il y a une iconographie assez riche à ce sujet. Et alors vous pouvez voir ici, sur le programme des fêtes de la béatification en 1923 et ici de la canonisation en 1925, que le 15 octobre, jour de la fête de Sainte Thérèse d'Avila, on a associé les deux saintes. Alors ici, vous pouvez voir un ciboire sur lequel on retrouve la représentation de différents saints du Carmel, et notamment Sainte Thérèse d'Avila. Juste à côté, un voile de ciboire qui a été peint donc sur un voile de satin blanc peint à l'aquarelle par Mère Agnès de Jésus, donc Pauline Martin, la sœur de Sainte Thérèse de Lisieux. Et donc sur ce voile de ciboire, on peut y voir notamment Sainte Thérèse d'Avila, mais également Saint Élie et Saint Jean de la Croix. Alors ici, on peut voir un original de Sainte Thérèse de Lisieux. Il s'agit d'un cantique à notre Père Saint Joseph, puisqu'il faut savoir que Saint Joseph est le saint protecteur de l'ordre du Carmel. C'est pourquoi, par exemple, on pouvait trouver au noviciat à l'époque de Sainte Thérèse cette statue de Saint Joseph. Vous pouvez voir ici également deux images représentant Saint Joseph qui ont appartenu à Sainte Thérèse de Lisieux. Enfin, dans cette vitrine, vous pouvez voir ici une image, ce qu'on appelle une image de cellule. Alors, les carmélites, à l'époque de Thérèse, avaient droit de décorer leurs cellules soit avec 3 images, soit avec 2 images et un tableau. Alors ici, l'image, elle est encadrée, mais à l'époque, elle ne l'était pas, puisque les carmélites faisant vœu de pauvreté, elles avaient simplement une image collée sur du carton. Et donc cette image représentant Sainte Thérèse d'Avila était dans la cellule de Sainte Thérèse de Lisieux. Alors vous pouvez voir ici les premières éditions des œuvres de Sainte Thérèse d'Avila. Ici, c'est la première édition du Chemin de Perfection que Sainte Thérèse d'Avila a supervisé elle-même. Malheureusement, elle est décédée quelques mois avant la parution du livre, donc elle n'a pas pu en voir la réalisation finale. Mais donc, c'est la toute première édition en espagnol, parue en 1583, grâce à l'aide de l'évêque d'Evora au Portugal. Juste à côté, on peut voir la première édition des œuvres complètes de Sainte Thérèse d'Avila, en espagnol également. Et ici, la toute première traduction française des œuvres de Thérèse d'Avila, parue en 1601. En dessous, vous pouvez voir un fac-similé du manuscrit des fondations de Sainte Thérèse d'Avila. Alors, les manuscrits originaux de Thérèse d'Avila sont conservés à la Bibliothèque royale en Espagne. Alors, le manuscrit en question des fondations est celui dans lequel elle raconte l'histoire de toutes ces fondations de Carmel en Espagne. Il est ici ouvert à la page de la fondation du Carmel d'Alba de Tormes, où Sainte Thérèse d'Avila est décédée. Juste à côté, vous pouvez voir une reproduction héliographique de l'édition espagnole de 1588 de la règle primitive et des constitutions de Sainte Thérèse d'Avila. Et à côté, l'édition française. En dessous, vous pouvez voir le papier d'exaction qui était une précision des constitutions qui expliquait point par point ce que devait être la vie d'une carmélite. Alors, les carmélites devaient l'avoir dans leur cellule, l'apprendre par cœur. Par exemple, Sainte Thérèse de Lisieux a découvert comment elle devait vivre au Carmel grâce à ce papier d'exaction et l'a également enseigné à ses novices. Alors ici, vous pouvez voir ce qu'on appelle une boîte de nonnes. Vous pouvez y voir comment on vivait dans un Carmel selon la réforme de Sainte Thérèse d'Avila. Alors, c'est une pièce assez exceptionnelle puisqu'en temps normal, on a seulement une cellule qui est représentée, mais ici, on a tout un monastère. Donc, en plus de la cellule, on a également le réfectoire, l'infirmerie, la cuisine ou encore le chœur. Donc c'est quelque chose qui se faisait par les carmélites et qui était souvent donné à leur famille, puisque une fois entrées au Carmel, les familles ne voyaient pas l'environnement dans lequel la carmélite vivait. Pauline Martin, la sœur de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, est entrée en 1882 au Carmel de Lisieux sous le nom de Sœur Agnès de Jésus.
Et pour montrer à sa petite sœur Thérèse comment était l'intérieur de sa cellule de carmélite, elle l'a reproduite dans le petit œuf que vous pouvez voir ici, avec un souci du détail vraiment assez impressionnant, puisqu'on peut voir à l'intérieur, par exemple, la reproduction de sentences au mur ou bien la croix de cellule. On peut y voir le lit, la corbeille à ouvrage. C'est vraiment un travail d'une finesse incroyable. Ce reliquaire a été réalisé par Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Alors c'est un travail qui a été fait à la main avec ce qu'on appelle des ribets, qui sont des petits morceaux de carton doré enroulés. Et ce reliquaire a de particulier que vous pouvez voir tout en haut une relique de la sainte patronne de Thérèse de Lisieux, Sainte Thérèse d'Avila. Autre reliquaire ici, il s'agit du reliquaire de la dernière larme de la fondatrice, Mère Geneviève de Sainte Thérèse. Alors Thérèse explique dans son manuscrit A: pendant l'agonie de Mère Geneviève, j'ai remarqué une larme scintillant à sa paupière comme un diamant. Cette larme, la dernière de toutes celles qu'elle a répandues, ne tomba pas. Je la vis encore briller au cœur sans que personne pense à la recueillir. Alors, prenant un petit linge fin, j'osai m'approcher le soir sans être vue et prendre pour relique la dernière larme d'une sainte. Depuis, je l'ai toujours portée dans le petit sachet où mes vœux sont renfermés. Et sur ce reliquaire, on peut voir juste en bas un texte autographe de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. À côté de ce reliquaire, on peut voir le chapelet qui a appartenu à Mère Geneviève de Sainte Thérèse. Et sur les chapelets de carmélites, il y avait une médaille qui figurait d'un côté Sainte Thérèse d'Avila et de l'autre Saint Jean de la Croix, les deux saints de la réforme du Carmel. Toujours pour rester dans les médailles, donc on voit ici une médaille qui a été frappée à l'occasion du 3e centenaire de la canonisation de Sainte Thérèse d'Avila. Elle figure d'un côté le buste de Sainte Thérèse d'Avila et au revers, elle figure un épisode célèbre de sa vie où, quand elle était enfant, elle est partie avec son frère pour s'offrir un martyre sur la terre des barbares. Mais bon, elle était enfant à cette époque-là, elle n'a pas franchi les portes de la ville, qu'elle a déjà été rattrapée par son oncle qu'on peut voir ici à cheval. Et derrière, on peut voir une médaille qui a été frappée pour le 2e centenaire de la canonisation de Saint Jean de la Croix. Elle figure les deux Thérèse d'Avila et de Lisieux au pied de Notre-Dame du Mont-Carmel. Juste en dessous, vous pouvez voir ici l'acte d'installation des religieuses à Lisieux en 1838 et à côté, le récit de la fondation écrit par la fondatrice Mère Geneviève. Enfin, vous avez ici 2 ouvrages qui ont été lus par Sainte Thérèse de Lisieux et qui lui ont permis de découvrir la vie de sa sainte patronne, Sainte Thérèse d'Avila. Il faut savoir que Louis Martin disait souvent à Sainte Thérèse, lorsque par exemple un prêtre mentionnait Sainte Thérèse d'Avila dans son homélie, il lui disait « Écoute attentivement ma petite, on parle de ta sainte patronne ». Alors le livre que vous pouvez voir ici a été offert à Thérèse en récompense lorsqu'elle n'était pas encore au Carmel et celui-ci se trouvait dans la bibliothèque du Carmel à l'époque de Sainte Thérèse de Lisieux. Vous pouvez voir ici le Christ de la Fondation. Alors le Carmel de Lisieux a été fondé en 1838 comme nous l'avons vu et l'abbé Sauvage avait promis dès le début d'offrir un calvaire aux sœurs. Il a fallu attendre 1843 et la générosité d'un certain monsieur Brière qui était voisin du Carmel qui a offert les quelques planches de bois qui ont servi à réaliser ce Christ. Donc une cérémonie a eu lieu en 1843 en présence de l'abbé Jacques-Nicolas Sauvage, l'oncle du fondateur du Carmel de Lisieux. Et ce Christ est resté en place de 1843 à 1877, date à laquelle les parents de Sœur Thérèse de Saint-Augustin ont offert le calvaire que nous connaissons tous aujourd'hui, puisque Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus a été prise en photo à ses côtés. Merci de votre attention, j'espère que cette visite guidée vous a plu et je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour les Journées du patrimoine 2023.